un balado Radio-Canada audio. Le matin du départ, je regarde autour de moi, puis j'entends les gens parler. Moi, j'ai fait l'Ultra Trail du Mont Blanc, la traversée du Sahara. OK. Donc, il y avait deux gangs. Tu sais, il y avait cette gang-là des crinqués dans la performance ultramarathonien, très bien équipés. Et tu avais les autres qui se disaient mais qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, qui n'avaient jamais couru dans la neige. Il y avait un coureur indien. Eh, mon Dieu. Hey, ça fait mal au cœur, à la tête, à la tragédie intérieure, puis mal à la conception de la farde, tu t'es fait. Mais pas proche d'arrêter tout de suite. Ça fait mal. Oui, madame, oui, monsieur. Sorte de sentiments, d'émotions. Des réservoirs jamais assez. Qui secouent ça 7 jours sur 7. Ça fait mal. Pour mon petit diaphragme. Sur l'aérobie, toi, pis ta femme. C'est en 6 déhanché, c'est drum. Au point que pas besoin de mise en forme. Ça fait mal. Allô, Annie? Oui, tu m'entends bien? Je t'entends très, très bien. Hey, merci de prendre le temps de me parler ce matin. Ça me fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Là, on enregistre, on est en novembre et il fait beau, il fait presque chaud. Puis je me demandais si courir dans ces températures chaudes, là, je dis chaudes, là, il fait 10 degrés presque, est-ce que c'est contre ta nature? Non, moi, j'aime toutes les températures, sauf peut-être la canicule, mais je l'apprivoise. C'est au fil des années. Non, j'aime le fait qu'on court dans 4 saisons, en fait. C'est vrai? Ça renouvelle l'expérience, mais donc j'aime courir l'hiver, évidemment. Mais je pense que printemps, automne, c'est pas mal mes saisons préférées. Ben écoute, je dois t'avouer que ça me faisait rire de te recevoir aujourd'hui parce que je suis tellement chochotte du froid. Là, C'est vrai? Ah mon Dieu. Et pour replacer les gens, on parle à Annie Perrault. T'es une autrice. En fait, je pense que tu es beaucoup de choses, mais surtout, en tout cas, mon intérêt principal dans cette discussion-là, clairement, c'est que tu as décidé, toi, de faire un marathon, le marathon du lac Baïkal en Sibérie, juste avant le début de la pandémie. Là, et le marathon du lac Baïkal en Sibérie, c'est un marathon où il fait vraiment fret. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est quelle bonne idée de parler à quelqu'un qui est déjà prête pour l'hiver, qui surtout a une meilleure résistance que moi pour la course dehors et qui pourrait nous en apprendre bien gros sur cette expérience-là. Annie, t'es dans la quarantaine. Oui. Tu termines un doc en ce moment, si je ne me trompe pas, à l'UQAM. Qui parle justement de la course un peu, tu sais. Oui, du rapport entre la course et l'écriture, en fait. C'est ce qui est fascinant aussi parce que beaucoup de gens qui se lancent dans la course et qui n'en faisaient pas et qui ont un travail de création me disent à peu près tous la même chose. C'est essentiel et c'est devenu je dirais un moteur de création. Un moteur, oui. Ouais. Ouais. Donc, écoute, merci de prendre le temps. Je te le dis encore, l'hiver est à nos portes. Il va commencer à faire fret et je veux savoir comment une personne comme toi part de l'art, des études et de l'écriture pour te rendre dans un marathon en Russie, en Sibérie, où est-ce que ça doit être l'endroit le plus inhospitalier, en tout cas dans l'esprit et dans l'imaginaire des gens pour aller faire un marathon? Ben, premièrement, juste, tu m'avais dit dans la vingtaine, un jour, tu vas courir un marathon en Sibérie. Je t'aurais pas cru. Moi, j'étais pas une sportive nécessairement. Ouais. Donc, je me mets à la course vers la mi-trentaine et je me mets à aimer beaucoup ça. Donc, je m'étais dit, je vais courir un marathon pour mes 40 ans. Ouais. Ça me donnait un horizon de 5 ans. Et finalement, l'année suivante, après m'être mise à courir un premier demi-marathon, l'année suivante, je courais le marathon de Montréal. Et depuis, j'en cours un par année ou 2. Donc, pour mes 40 ans, finalement, j'ai couru New York, qui était mon 5e marathon, au 6e. Et ben, tu sais comme moi, la course, c'est une affaire de défis, entre autres, de dépassement de soi. Puis peut-être qu'à un moment donné, j'ai toujours aimé ça, courir, mais il y a eu un petit ralentissement. Donc, après avoir atteint des objectifs, tu sais, où je m'étais mis, tu veux faire tel temps, tu veux te qualifier pour Boston, tu veux aller faire des gros marathons. Donc, j'étais rendue là, à peu près, moins motivée, dans un petit creux de vague.
Donc, dans le cadre de ma thèse et de mon 3e livre qui porte sur une traversée en hiver, j'avais l'idée qu'un personnage allait traverser le lac Baïkal. Mais il n'était pas encore question que moi-même, je m'implique dans un marathon hivernal, tout ça. J'avais vu passer dans un article du genre les 10 marathons les plus difficiles au monde, quelque chose comme ça, que je regarde par curiosité parce que c'est pas pour moi, là, tu sais, je suis pas non plus une fille de défis extrêmes. Ouais. Mais quand j'ai vu le lac Baïkal en Russie, comme mon roman avait un personnage sur le lac Baïkal, je me suis dit, peut-être que je pourrais le faire. Tu sais, donc, ça se sème dans mon esprit et ça devient un peu comme, OK, vas-y. Puis ça devait être mon 10e marathon. Fait qu'il y avait quelque chose de symbolique de me dire, le 10e, on va faire ça en grand. Et finalement, ça a été un peu plus compliqué. Donc, ça a été mon 12e marathon. Et en 2020. Donc, c'était mon premier en hiver, ce qui veut dire aussi s'entraîner plus sérieusement l'hiver. Parce que moi, en général, je fais soit un marathon au printemps ou un marathon à l'automne. Puis après ça, je m'écrase un petit peu. C'est comme novembre, décembre. Ben, écoute, je cours, tu sais, mais je fais pas d'intervalle. Je fais pas nécessairement des longues sorties. Tu sais, je fais juste sortir pour que je continue de courir. Mais là, ça voulait dire suivre un plan, faire des longues sorties en hiver. Et c'était quand même un bel hiver, l'hiver 2019-2020, juste avant la pandémie. Donc, je me suis entraînée. Se rendre là-bas, tu sais, la Russie, bon, c'est plus ouvert que c'était, mais reste que, tu sais, il faut avoir un visa, il faut remplir des formulaires. C'est le premier marathon pour lequel je devais fournir un certificat de santé. Il fallait que je signe un protocole, il y avait plein d'affaires qu'il fallait que je fasse pour pas être disqualifiée, genre me couvrir la peau du visage, pour vrai? prendre mes hommages. Ouais, et puis ça m'a stressée avant de partir parce qu'il parlait d'acheter une espèce de tape ou de cagoule ou de masque. Puis on a beau être ici, je trouvais pas ça facilement. Donc finalement, j'ai fini par trouver, je me suis acheté des crampons, j'avais jamais couru avec des chaussures en Gore-Tex. C'était comme tout un autre équipement qui rajoute au stress aussi un peu. C'était aussi mon premier marathon à l'étranger. En fait, j'étais allée aux États-Unis, mais il n'y a pas de décalage horaire. Et j'ai pris le train avant de me rendre pendant 4 jours. Donc, je sortais d'une espèce de cocon surchauffé. Le Transsibérien, il peut faire vraiment chaud dans le Transsibérien. Je débarque en Sibérie. Il faisait très froid, un froid mordant quand je suis arrivée. Le jour du marathon, tu sais, c'est comme ici, l'hiver, fin février, début mars, il peut faire entre 8 et moins 28. Donc, j'espérais que ça allait pas être moins 28. J'espérais surtout que c'est le vent, en fait, qui est menaçant parce qu'il part de très loin, puis il est cinglant. Donc, voilà, je sais pas si ça, c'est la mise en contexte du marathon. C'est fou parce que, tu sais, là, tu me parles de ça, puis on va en reparler, tu sais, de l'expérience, là, tu sais, pas kilomètre par kilomètre, mais presque, tu sais, c'est quoi l'idée, à un moment donné, de te dire que ça, c'est une bonne idée de s'inscrire à ce marathon-là. D'ailleurs, les gens qui nous écoutent, prenez le temps d'aller regarder juste le marathon Lac Baïkal, B-A-I tréma avec un K-A-L, puis vous allez voir, il y a des photos partout. C'est fou raide, là. C'est comme courir dans le désert, mais en fait, c'est courir dans le désert, un désert de glace, tu sais, pour vrai, c'est angoissant, là. Pourquoi aller faire ça, tu sais? En fait, c'est que des fois, peut-être parce qu'on vit au Québec, moi, je cours vers des endroits chauds. Tu sais, c'est mon réflexe. Fait que, tu sais, comme courir dans le désert, ultimement, tu sais quoi? Oui. Courir dans un désert de froid. Ouais, ultimement, tu sais. Non. Ah ouais, hein, c'est ça, tu sais. Mais courir dans du fret de même, pour vrai, là, ça prend un grand courage. Alors, pourquoi faire ce choix-là? Pourquoi, entre tous les marathons, tu te dis, ouais, celui-là, il me tente? Ben, moi, je trouve ça beau courir l'hiver. Tu sais, moi, je serais malheureuse de courir un marathon au gros soleil dans le désert, comme tu dis. Mais je cours sur le lac Champlain l'hiver, où j'ai la chance d'avoir un chalet en copropriété. Donc,
ça a été mes premières expériences de courir sur un lac gelé. Et c'est tellement beau. T'as l'impression, avec la couleur que ça peut prendre avec le soleil, d'être comme un paysage lunaire, un horizon super dégagé. Puis en même temps, ça me fait toujours un peu peur. Tu sais, même quand il y a des pick-ups sur la glace, des cabanes de pêche, il y a comme une peur irraisonnée que la glace pourrait s'ouvrir. Ben c'est ça. Fait que je le fais toujours un peu, c'est comme sur le fil du rasoir entre l'état de grâce qui est le paysage, puis la crispation de me dire, t'es en train de courir, il y a de l'eau là, glacée en dessous. Mais tu sais, j'ai jamais traversé le lac Champlain, c'est juste 7 kilomètres là, où je suis de Saint-Armand à Venise en Québec de l'autre côté. Puis je l'aurais pas fait toute seule, tu sais. Je sais qu'au milieu du lac, j'aurais eu peur. Fait que là, il y avait ce marathon organisé là. Maintenant, je pense qu'il y en a un au lac Saint-Jean, mais quand j'ai voulu le faire, c'était pas encore annoncé. Puis l'autre affaire, c'est quand j'ai décidé de m'inscrire, il y avait des photos sur le site, j'avais vu des vidéos, mais ça restait un peu pas si détaillé. Et après, une fois que j'étais inscrite, que j'avais payé, j'avais commencé les démarches, là, il y a eu un reportage du New York Times avec des photos qui font un peu terrifiante. Ben... Quand j'ai vu le reportage, je me suis dit, oh mon Dieu, je m'en vais faire ça parce que tu vois pas. Tu sais, mais c'est ça que je recherchais aussi à cause du roman Les Grands Espaces que j'écrivais où je voulais que la femme, elle marche sur le lac, mais qu'il y a une forme de désorientation. Je me dis, tu vas aller en faire l'expérience, puis ça va comme influencer sûrement ton rapport à l'écriture. Donc, il y avait cette recherche-là. Parce que tu sais, les autres marathons que j'ai courus, j'en ai couru dans des grandes villes, dans Toronto, Boston, New York, mais aussi dans des parcours plus à la campagne. C'est donc sur le bord du lac Champlain au Vermont, un marathon que j'adore sur les îles, que j'ai fait 3 fois, donc le South Hero. Ouais, mais parce qu'il est pratique, il est à un bon temps de l'année, tout ça. Récemment, j'ai fait Granby. Donc, c'est un autre rapport aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui t'encourage. T'as pas tous les repères c'est clair. De rue. Il y en a qui aiment pas ça. Il y en a qui veulent des gros marathons avec des foules. Ouais. Moi, j'aime les deux. Petit train du Nord, tout seul, avec 2 rangées d'arbres de chaque côté, ça me plaît aussi. J'aime les deux expériences. Mais là, c'était un autre rapport parce que t'es vraiment très seul rapidement et il y a rien pour mesurer les distances là. Eh mon Dieu, c'est-à-dire qu'il y a pas tu sais pas, il y a pas un arbre que tu croises, il y a pas une rue où tu tournes, il y a rien, c'est une ligne droite parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un 42 km. C'est un 42, hein, c'est bien ça? Ben, il y a le demi, puis il y a le 42. Moi, j'ai couru le 42. Fait que c'est vraiment une traversée directe en ligne droite du lac. Ouais, puis tu passes de la Sibérie à la rive Bouriate. Donc, tu traverses en 2 territoires là, de la Russie. Et normalement, ce qui était prévu, c'est qu'on partait en aéroglisseur de l'autre côté, vers la rive Bouriate, puis on revenait en courant. Vers l'hôtel, parce que l'hôtel est sur le bord, là, c'est comme un village un peu touristique, Lysvianka, en Sibérie. Mm-hmm. Mais à la dernière minute, ils ont décidé que ça allait être l'inverse. Donc, on allait courir vers la Bouriatie, puis revenir en aéroglisseur. OK. Donc, il y avait encore il y avait juste un petit pavillon, mais tu vois rien. Puis quand tu pars, on n'était pas nombreux, on était 110 coureurs. Quand même, hein? 12 femmes. Ah, mais... Ouais, non, vraiment pas beaucoup. Tu sais, tout de suite, tu sais, le matin du départ, je regarde autour de moi, puis il y a un moment, je me dis, oh mon Dieu, puis j'entends les gens parler. Moi, j'ai fait l'Ultra Trail du Mont Blanc, la traversée du Sahara. OK. Donc, il y avait 2 gangs. Tu sais, il y avait cette gang-là des crinqués dans la performance ultramarathonien, très bien équipés. Et t'avais les autres qui se disaient mais qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, qui n'avaient jamais couru dans la neige. Il y avait un coureur indien, une fille de San Francisco. Puis moi, j'étais comme ni un ni l'autre. Je me disais, tu sais, ça fait 10 ans que tu cours à chaque hiver. T'as couru dans la slush, la neige, la glace. Mais
quand même, tu sais, t'es toujours fébrile avant un marathon. Là, il y avait beaucoup de facteurs qui ajoutaient à la fébrilité. Et ce qui est particulier, en fait, du lac Baïkal, c'est une eau des plus pures au monde. C'est le lac le plus ancien, le plus profond de la Terre. Quelque chose comme 1 kilomètre de profondeur à son plus profond, ce qui est un peu... ça, c'est angoissant, là. Merci. Ouais, puis la glace, elle est très claire. Donc, tu vois les bulles et il y a comme un phénomène de gaz. Donc, il y a comme un chant ou un bruit et il y a des failles qui peuvent apparaître de façon... Moi, ça, c'était ma crainte. Tu sais, je me disais, je me sentirais pas bien là si je dois faire face à une faille. Puis une année, il y avait une espèce de petite passerelle en bois que les gens avaient dû franchir. Mon Dieu, OK, Mais moi, j'ai pas eu ça. Okay. Merci. Donc, c'est ça. J'avais des appréhensions, mais à partir du moment où je me suis mise à courir, j'étais dans un état de sérénité. C'est vrai. Je pense que c'est un de mes marathons les plus apaisants que j'ai couru. T'es sérieuse? Ben, après un moment, là, il y a eu les premières minutes, les premiers kilomètres, il y avait un bon vent avec une espèce de grésil qui arrivait en diagonale, toujours du même côté. Donc, je me disais, OK, là, ça va encore, mais je sentais la peau, du visage qui chauffe puis qui picote. Puis tu dis, oh mon Dieu, c'est pour durer un autre 3-4 heures comme ça. Est-ce que je vais encore avoir de la peau de l'autre côté? Seigneur Jésus, Mais ça s'est calmé. Mais il y a eu, c'était très changeant parce que la météo change et la visibilité changeait. Donc, au départ, on suivait des petites taches de couleur sur le lac des autres coureurs. Puis comme on n'était pas nombreux, 110 coureurs sur 42 kilomètres, rapidement. Hey, t'es tout seul vite, là, hein? Les gens se détachent, là, tu les vois disparaître dans le grand blanc. Puis t'entends, des fois t'entends des gens derrière toi qui se rapprochent, puis après ça, non, là, t'es tout seul. Eh, mon Dieu, Seigneur Jésus, tu peux pas, enfin, ça doit être extrêmement, il y a tu sais, quand t'es claustrophobe, cette claustrophobie-là aussi prend, malgré l'espace, tu prends le dessus, là, c'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a comme l'inverse qui arrive à un moment donné, ou est-ce que là, t'es vraiment, je sais pas, est-ce que premièrement, tu l'as couru en combien de temps, ce marathon? Juste, on se fout du temps, là, mais ce qui est important, c'est le nombre de temps que tu as passé seul, là. Ouais, 5h12, qui est mon plus long, évidemment. Mais j'ai quand même fini deuxième avec ce temps-là sur 12 femmes. Mais bon, bravo, je tiens à ma deuxième position. Mais c'est au moins 1 heure et demie de plus que ton meilleur temps. Mais aussi, je l'ai pas couru dans la performance parce que moi, je sais que quand je me pousse vers le 35 km, il y a un moment où je suis à la limite, je commence à peu près à avoir des étoiles. C'est fragile. Oui, puis là, je me dis, je veux pas casser au milieu du lac, à grelotter, parce que tu perds vite ta chaleur, quand t'es tout humide, puis mon Dieu, dans le dos. Mais, c'est fou, là, ce que tu me dis, bon, je te le répète, ça m'angoisse, mais ce que je me demande, c'est pendant ces 5 heures-là, est-ce qu'il y a eu des moments de baisse? Est-ce qu'il y a eu des moments d'angoisse? Est-ce que non? Non, il y a des demi-marathons où j'ai vraiment eu des passages à vide beaucoup plus démoralisants où je me dis, mais est-ce que ça va finir? Tu sais, quand tu as une mauvaise course puis que chaque kilomètre a l'impression d'endurer 10, celui-là, j'étais dans ma traversée, je me disais juste, écoute, avance, t'es aussi très concentré sur la surface parce que finalement, il y avait neigé dans les jours précédents, donc il y avait une espèce de couche de neige molle qui était très difficile à manœuvrer. Tu sais, à la fin, je pense que le dernier kilomètre, on avait quasiment de la neige jusqu'aux chevilles. Fait que rendu là, tu cours pas vraiment là, parce que t'as dégagé ta chaussure. Non, puis je m'étais dit, tu le cours comme pour te faire plaisir. Fait que, tu sais, je me suis arrêtée au milieu, j'ai pris des photos. Je fais jamais ça dans mes marathons parce que je veux pas perdre de temps. Là, j'ai pris quelques secondes, minutes, tu sais, pour savourer ma tasse de thé, regarder autour, de me dire, là, tu le vis ton marathon, tu y es, tu sais, profites-en. Et étonnamment, après ces 5h12-là, c'est aussi un des marathons où j'ai été le moins fatiguée, courbaturée le lendemain. Tu sais, je me disais, mon Dieu, tous ces mouvements, parce que c'est pas les mêmes muscles non plus, courir dans la neige, tu sais, comme tout ce qui stabilise, c'est très important.
j'ai rien compris. Puis en plus, on avait bu de la vodka le soir. Tu sais, je me disais, demain matin, ça sera pas beau, mais contre toute attente, je sais pas, c'était une expérience hors du réel. Puis en même temps, c'est long, tu sais, je veux dire, c'est long, voire ça se renouvelle pas beaucoup, là, un paysage de lac gelé. Fait que ce qui se passe dans ta tête pendant ce moment-là, c'est comme un moment de suspension extrême. Ouais, c'est ça. Ça comme ça. Mais pour vrai, tu sais, tu me parles de ça, puis c'est difficile de se replacer dans des situations comme ça, dans la mesure où le grand vide, aussi longtemps, c'est assez rare qu'on ait la chance de le faire. Tu sais, soit on est dans le bois, soit on est dans une ville, soit, tu sais, je veux dire, c'est difficile d'avoir accès à ça. Ouais, exact. On est au Québec chanceux, comme tu parles du lac Champlain, tu sais, je veux dire, bon, je viens du Saguenay, tu sais, je suis allé maintes et maintes fois dans le bois au Saguenay. T'es entouré d'arbres quand même, tu sais. T'es entouré de, je veux dire, même dans la neige, tu te retrouves entouré. C'est très rare que t'es devant une immensité comme ça. Donc, c'est très difficile de pouvoir imaginer nos réactions. J'ai de la difficulté à imaginer ce que moi, j'aurais pu faire. Puis je pense que c'est je pense que ça doit être l'attrait aussi de ce marathon-là. C'est-à-dire que, tu sais, je regardais les années précédentes, il n'y a jamais eu ben plus que 150 personnes, là, on s'entend. Ben, ils peuvent pas parce qu'il faut qu'ils rapatrient tout le monde en aéroglisseur si jamais il y a un problème. Donc, il y a une limite, surtout pour des mesures de sécurité. Puis c'est arrivé une année ou deux avant que moi, je le cours. Il y a une espèce de tempête, de blizzard qui s'est levée et ils ont dû interrompre à mi-parcours, au demi-marathon. Ils ont rapatrié tout le monde parce que ça devenait risqué de perdre des coureurs dans le, comment ils appellent ça, un blanc dehors, là, un white-out. Ben oui, moi, je voyais, tu sais, avant d'y aller, je me disais, ça va être comme un immense écran de projection, tu sais, parce que le blanc, ça gomme tout, puis soit tu projettes, je sais pas, tu sais, ça peut être des pensées angoissantes ou des pensées de peur, mais c'est vraiment pas ce qui est arrivé. J'étais comme une espèce de ouatée, gommée, tu sais, c'était difficile, mais le fait aussi que tu sais que si tu t'arrêtes ou tu ralentis, tu perds rapidement ta chaleur, ton élan. Donc, je sais pas, il y avait aussi quelque chose d'excitant, l'idée de rejoindre une rive, tu sais, donc c'est ça, vers la fin. Et quand je suis arrivée de l'autre côté, ben juste avant la fin, en fait, tu sais, j'étais pas du tout dans une compétition, alors que je suis pas si compétitive que ça, mais un peu quand même. Donc, en général, quand je finis mes courses, j'aime ça dépasser les gens vers la fin, tu sais, de me dire, il y a une fille en avance, si je la dépasse, je vais gagner une position. Je fais ça. Je sais pas si tu fais ça, toi. Ben oui, ben c'est évidemment que c'est ça. Tu sais, c'est sûr qu'on fait ça. On fait tous ça. C'est, tu sais, la réalité d'un marathon à 100, c'est que on n'a pas le loisir de pouvoir se donner comme objectif de le faire souvent. Tu sais, je regardais encore une fois ton heure d'arrivée parce que tu sais, il y a la liste des arrivées, puis tu sais, il y a plein de gars qui ont fini à peu près dans le même temps que toi, tu sais, puis mais sauf que t'sais, dans un marathon, quand tu fais un marathon organisé, souvent tu traverses la ligne, puis t'es 3, 4, 5 en même temps, puis une seconde après, il y en a 4 en arrière de toi, il y en avait 4 en avant de toi. Là, c'est des minutes et demie là, entre les personnes qui arrivent. Là. C'est long, une minute et demie. Là. Je veux dire, c'est interminable avant de voir quelqu'un. T'sais. Fait que il y a ça. Ben, dans les marathons, je trouve qu'on s'attache aux gens qui traversent l'épreuve avec nous. Tu sais, quand tu fais 20, 25 kilomètres avec le même vieux monsieur ou la même jeune fille ou, tu sais, avec quelqu'un qui a un t-shirt Cancer Survivor, tu t'es dans la même expérience. Ouais. Alors que là, ben, j'avais 2 grands gars européens derrière moi. Le genre de gars clairement plus en forme que moi, mais bon. Fait que ça me disait, je pense que ma course va bien parce que, puis ils m'ont remercié à la fin, ils m'ont dit, écoute, tu nous as tellement tiré parce que tu continuais, tu marchais pas, on s'est dit, OK, on continue de suivre la fille en avant. Et donc, vers la fin, j'étais pas du tout dans la compétition, comme je te dis, je le courais pour me célébrer ma dizaine de marathons, pour mon roman, tout ça. Et là, je vois une fille qui s'arrête au point de ravitaillement, et je me dis, moi, je vais m'arrêter moins longtemps qu'elle, puis je vais gagner une place, tu sais, parce que quand t'es 12 filles, ça paraît, je me dis, j'ai peut-être une chance de finir parmi les 5 premières, ça serait ça de prix. Donc, je savais pas où j'étais dans
Non, c'est clair que Parce ça qu'on doit être voit compliqué, là, personne. maintenant, c'est ça. Ouais. Puis là, dans les peut-être 300 derniers mètres, là, c'est dur à dire, mais en tout cas, dans le dernier kilomètre, il y avait une fille devant moi, donc que j'ai dépassé. J'ai vraiment accéléré comme dans un vrai marathon sur l'asphalte. Et donc, j'ai fini deuxième et elle, on a fini à peu près en même temps, elle était derrière moi. Mais ça m'a coûté, tu sais, parce que là, c'était vraiment la neige était profonde. Et à l'arrivée, ils m'ont même pas dit que j'avais fini deuxième. Donc, moi, je pensais pas de toute façon. Il y avait une bénévole avec un gros manteau de fourrure qui m'a enlacée, pris dans ses bras de façon très, très généreuse. Et c'était, je pense, la plus belle étreinte reçue à la fin d'une course. Parce que normalement, ici, quand tu finis la course, ils sont comme, OK, circuler, ta famille peut pas être là pour t'accueillir tout de suite. Ouais. Et j'ai tellement reçu cette embrassade et cette chaleur sans savoir que 10 jours après, on allait comme plus être privé de ces contacts-là à cause de la pandémie. Et que j'ai beaucoup repensé à cette dame que je connais pas, qui m'a fait un des meilleurs câlins de fin de course que j'aurais reçu dans ma vie. C'est tellement surréaliste, surtout, tu sais, d'imaginer ça, puis de se le... Je sais pas, d'imaginer cette course-là à 10 jours d'une pandémie, à 10 jours de tout ce qu'on vit, tu sais, à tout ce qu'on a vécu dans les semaines et les mois et les malheureusement, on va le dire, les années qui ont suivi dans cette pandémie-là pour ceux qui trippent sur les courses organisées, tu sais. Tu sais, quand t'arrives au bout, de ça, tu sais, il y a toujours les moments d'extase, peu importe la compétition que tu fais, là, ouais. Ce moment d'extase-là, est-ce qu'il t'a donné envie de refaire ce genre de truc-là, ce genre de marathon-là ou ce marathon-là? Je ne referai pas ce marathon-là parce que c'était quand même quelque chose de compliqué et de difficile à organiser. Mais tu sais, s'il y avait une traversée d'un lac comme ça au Québec, je le ferais. Parce que je pense que ça m'enlèverait tout le stress qu'il y avait autour du voyage, du visa, de la langue, etc. Donc, de le faire chez moi, j'aimerais vraiment ça. Mais là, c'est ça, je pense qu'il y en a un d'organisé au lac, ou qu'il y en avait un d'organisé au lac Saint-Jean. Ouais, j'aimerais ça. Mais tu sais, moi aussi, j'ai repensé, comme tu dis, après, pendant la pandémie, tu sais, je me dis, on a été chanceux parce que ça a été un des derniers marathons. Après, ils ont tous été annulés dans l'année à peu près 2020. Ouais. Puis là, je nous revoyais au milieu du lac, puis tu sais, les stations de ravitaillement étaient très, très différentes. Donc, il y avait des noix, des plats de jujubes, des fruits séchés, du thé. Et tout le monde piochait, tu sais, dans les bols. Oui, évidemment, tu sais. Là, tu t'essuies le nez parce que t'as le nez qui coule au milieu du lac. T'avais des gens d'une 50aine de pays qui se font des embrassades, tout ça. Donc, puis du jour au lendemain, on passe à un autre, à des mesures qui empêchent ces contacts-là. Puis, mais je sais pas, moi, comme quand j'ai couru le marathon de Granby récemment, quand j'ai terminé, la fille avec qui j'ai couru vers l'arrivée, elle m'a fait une comment on appelle ça, une accolade de coude à la fin. Parce que on a l'habitude de se faire des high five ou de se donner une claque sur le dos. Et là, je sentais qu'on a perdu ces gestes qui nous viennent. Là, hein, surtout. Oui, tellement naturellement. Tu connais pas la personne, mais la petite claque dans le dos ou la bine de bonne chance, là, je sais pas, ouais. Non, c'est ça. Puis moi, en tout cas, je le sens de plus en plus, tu sais, dans le sens où je le mets en guillemets, on revient à une certaine normalité, tu sais, puis tu reviens donc dans cette normalité-là, puis tu te rends compte que, visiblement, on a oublié que dans cette normalité-là, il y avait un peu de chaleur humaine, tu sais, surtout dans ce genre de course-là, tu sais, en tout cas, tu sais, je trouve que c'est le bout le plus tough, tu sais, en tout cas, jusqu'à maintenant, tu sais, je suis en train de me rendre compte que ces accolades-là qu'on avait, tu sais, j'en ai eu une à la fin du demi que j'ai fait en Arizona, tu sais, justement, à peu près en même temps que toi, tu sais, en 2020, en mars, tu sais. Puis je me souviens encore, c'était, tu sais, on était probablement le 6 mars. OK. Puis j'ai fini la course, puis tu sais, il y a eu des accolades là, de satisfaction, puis tu sais, de bravo, on l'a traversé ensemble avec de gens que je connaissais pas du tout, puis 4-5 jours après, je faisais de la trail, puis je me suis rendu en haut d'une petite montagne, puis je me rappelle qu'un gars est arrivé, puis j'y ai serré la main, puis en y serrant la main, je me suis dit peut-être j'aurais pas dû, tu
sais. Puis ça a été ma dernière poignée de main avant longtemps, tu sais. Et je me suis, tu sais, sans savoir que ce réflexe-là allait durer, tu sais. Sans savoir que ce geste-là de crainte, à quelque part, allait durer, tu sais. Puis en tout cas, au moins, ta dernière accolade bien sentie était dans un moment assez exceptionnel en soi, tu sais, de pouvoir le faire dans un marathon comme ça. Personnellement, là, les moments que j'aime le plus dans un marathon, dans une épreuve comme ça, c'est évidemment le 500 mètres avant la ligne d'arrivée, là, où est-ce que tu as comme un genre de high de fou. T'as, après ça, la ligne d'arrivée, puis le 15 minutes, 10-15 minutes après la ligne d'arrivée, où est-ce que tu es sur un high, et celui où je change de vêtements parce que je suis tout trempe. Ouais. Quand t'es dans c'est comme t'es là, t'es habillé au chaud parce que t'as pas le choix. Puis moi, c'est ce que je déteste dans courir l'hiver, c'est que mon linge en dessous de mes vêtements de protection sont détrempés et tu te sens mal quand tu finis ta course. Là. Moi, je me sens... C'est pour vrai, ça fait partie des raisons pourquoi j'aime pas faire ça. T'sais. Toi, t'arrives là, au bout d'un marathon de 42 km, puis t'es habillé au chaud à l'extérieur, puis t'es tout trempe en dessous. Comment c'est organisé? Pour vrai, ça m'angoisse, tu pensais? Mais c'était très... premièrement, pendant que tu cours, bon, t'as conscience que tu sues un peu dans le dos, mais tu le sens pas nécessairement. Tant que t'es en mouvement, ton corps n'a pas cette perception-là. Ça, mais dès que tu t'arrêtes, là, c'est fou comment... T'as pas une grande marge pour te mettre au chaud, tu sais, retrouver. Et là, donc on arrivait et il nous bousculait, mais vraiment en nous criant vite, vous avez 15 minutes. Je me sais pas c'était quoi vous le temps, mais c'est... Vous avez 15 minutes, OK, pour vous changer? Ben, pour tout pogner un petit snack, te changer. On avait laissé nos sacs dans l'aéroglisseur qui devait nous ramener, donc on avait des vêtements de rechange. Et vraiment, c'était sous peine d'être disqualifié. Il fallait que tu embarques dans l'aéroglisseur le plus rapidement possible. Fait que, moi, je me dis, hey, oui, mais là, écoute, je viens de courir 42 km. C'est de moins break. Ouais. Mais non, fait que là, je me suis changée super rapidement. J'ai pris 3-4 morceaux de fromage ou qu'est-ce qu'il y avait là. Et rapidement, ils nous mettaient tout de suite dans l'aéroglisseur. Et là, franchir 42 km, c'est quand même long, même ben oui, ça doit être quasiment une heure ou 45 minutes facile. 45 minutes, je pense que t'es entassé dans ce véhicule-là qui est pas réel. Moi, j'avais jamais pris de place dans un véhicule comme ça qui fait énormément de bruit. Donc, c'était pas l'expérience que j'avais imaginée nécessairement. Puis là, ton corps se dépose, là, tu sais, t'as comme... Ah mon Dieu, tu m'en parles, là, puis je suis pas bien. Mais en même temps, il faisait très, très chaud, puis on était collés les uns les autres, entassés. Toutes les places étaient prises avec notre linge, nos sacs sur les genoux. C'était quand même un bon sentiment, mais surréel, je te dirais de ça. OK, ça fait 5 heures que j'avance dans une espèce de grand désert blanc, en mobilisant tout ce que j'ai comme force mentale, physique. Puis là, je suis entassée, un peu comme le feeling d'être dans la 55 sur Saint-Laurent en février. Là, exact. T'sais, où est-ce que là, t'as marché vite, t'sais. Fait que t'as un peu chaud, mais t'es toujours embarqué je comprends tout ce que tu me dis, puis je te répète, ça m'angoisse. Ben, c'était pas super, mais j'étais contente de sortir, puis après, t'es dans une chambre d'hôtel, toute seule, tu sais, t'as pas non plus, tu sais, t'as personne avec qui célébrer, tout le monde est fatigué, mais le soir, ils nous avaient organisé un gala, comme les Russes en organisent, donc avec bouffe, alcool, grosse musique. Et là, tout s'est détendu, tu sais, j'étais dans tout le stress des jours précédents. J'avais aussi perdu mon portefeuille à Moscou. Ah ben oui, pourquoi pas. Oui, donc, c'est juste pour ajouter au stress pré-marathon, j'avais l'équivalent d'1,50$ quand j'arrive. C'est le temps que je récupère mes accès à des cartes et tout ça. Donc, tu sais, j'étais à la fin du marathon, il y a vraiment quelque chose qui s'est déposé. Et en même temps, un autre stress qui était celui de comment je vais rentrer chez moi parce que mon billet d'avion était en Mongolie. Donc, je devais me rendre en Mongolie, puis la Mongolie a fermé ses frontières. Mon vol a été annulé. Tu sais, fait qu'il y avait comme tout ça. Je peux pas vivre cette affaire-là. Je suis rendu trop vieux, je pense. Tu me dis ça, là, j'angoisse. Tu sais, comme je suis pas bien. C'est drôle que tu dises ça parce que
juste la veille du marathon, avec tout le stress que j'avais, les consignes qu'ils nous donnaient, tu sais, on avait comme un meeting avec vous devez faire ci, il y a des drapeaux rouges sur le bord, si vous vous sentez pas bien. Là, ça montait, tu sais, l'anxiété. Et je me suis dit, je pense que je suis rendue trop vieille pour faire ça. Qu'est-ce que j'ai pensé? Tu sais, j'étais audacieuse dans ma vingtaine, les voyages, mais là, ça va pas, là. Je pense que je suis trop vieille pour ça. Mais finalement, de l'avoir fait, mais c'est ça aussi ce que ça fait, la course, c'est que ça donne confiance en soi, je trouve. Ça montre jusqu'où, le fait de pas arrêter, de pas marcher, de te rendre jusqu'au bout, qui m'a tellement portée pour l'année et demie jusqu'à ce jour. En fait, on dirait que je roule encore sur ce que j'ai vécu dans cette expérience-là qui m'a donné une force tranquille. Vraiment OK, il y a une pandémie, rien qui va comme on voudrait. Ça m'a comme aidé à prendre ça comme ça venait. Ben, comme la traversée du lac, en fait. Tu sais, tout ce que tu peux faire, c'est continuer d'avancer et espérer pour le mieux qu'il n'y aura pas une faille qui va s'ouvrir devant toi ou un vent qui va se lever. Tu sais, c'est tous les marathons pour moi, courir, c'est une expérience d'humilité, je trouve. Ah mon Dieu, oui. Mais celui-là, dans ce décor immense et beau, mais terrifiant aussi, c'était une grande expérience d'humilité, de rapport à soi et à la nature aussi. Hey, tu m'en parles, puis pour vrai, il y a quelque chose d'assez fantastique là-dedans. En fait, je dis fantastique, de paisible, de méditatif, évidemment, mais tout ce qui me vient en tête en ce moment, alors ne l'oublions pas que nous parlons d'un marathon aux frettes sur un lac gelé. Donc tu comprends, je veux dire, c'est comme il y a quelque chose de complètement paradoxal là-dedans, mais je comprends. Là. Et je trouve ça extrêmement motivant, extrêmement... c'est ça, quand tu parles d'exercice d'humilité, on n'est pas grand-chose. Hein, puis quand tu me parles de ça, il y a quelque chose en moi qui me dit que l'être humain a besoin de temps en temps de se faire fouetter la face par du verglas ou un peu de, à moins 15 pour se rappeler qu'on est vivant. Là, je sais pas, il y a quelque chose de ça dans ton expérience qui est fantastique. Puis avant de se laisser, écoute, là, on se parle le 10 novembre. Ton roman vient de sortir là. C'est comme là. Hier, ouais. Qui s'appelle Les grands espaces. Puis tu nous en parlais tantôt parce que si on veut apprendre encore plus sur l'expérience que tu as vécue, j'ai l'impression qu'on peut lire ce livre-là, puis on a déjà une base du sentiment qui t'a traversé pendant ces 5 heures-là. Oui, ben tu sais, tu dis courir l'hiver, ça nous apprend sur l'expérience humaine, mais ce qu'il y a de beau, c'est que pour garder ta chaleur, il faut que tu sois en mouvement. Même quand tu cours pas, si tu commences à avoir froid, le réflexe que tu as, ça va être de sauter sur place et tout ça. Mais là, c'est de dire, pendant 42,2 kilomètres, je génère ma chaleur et mon confort en étant dans le mouvement. Pour moi, le mouvement, c'est quelque chose de beau et de symbolique et de porteur. Donc, cette idée d'être en mouvement, d'avoir de l'élan. Et ça a, par rapport au roman, donc ça a fait changer un peu la trajectoire du roman, cette expérience-là, parce que je devais pas en parler de ce marathon dans le roman, et finalement, c'est comme si je me suis insérée dans ma fiction en suivant un peu l'instinct. Tu sais, je me disais, est-ce que je fais ça, je le fais pas, est-ce que ça appartient au même livre, est-ce que je garde cette expérience-là pour un autre texte? Et j'ai vraiment écouté le bedon, le gut feeling, donc l'instinct, et apprendre à écrire à l'instinct ou faire confiance à ça dans la création, je pense que ça vient beaucoup pour moi de la course. Donc, quand on court, on est beaucoup à l'écoute de son corps, de ses intuitions, de ses sensations, de ses perceptions. Ouais. Et ça se transpose de façon magnifique dans la vie, tu sais, de rouler là-dessus, en quelque sorte. Mon Dieu, tellement, tellement. Merci beaucoup.
Merci Annie d'avoir pris le temps de nous raconter ce moment-là parce que c'est rare qu'on a c'est rare qu'on a quelqu'un qui raconte aussi bien aussi un moment comme ça, là, soyons honnêtes, qui nous fait vivre un peu ce que tu as vécu. Puis j'ai hâte qu'on recommence à pouvoir vivre ça. Ces moments-là qui sont très difficiles à retrouver ailleurs que dans... en tout cas, je parle pour moi, puis je parle peut-être pour nous, là, la gang de marathoniens, ou en tout cas de gens qui aiment faire ce genre d'expérience-là, des expériences qui sont dures à retrouver ailleurs que là, que dans ces moments-là. Puis je nous souhaite aussi une fin de marathon avec des accolades très bientôt. Ouais, merci à toi. C'était vraiment intéressant de te parler. Puis j'espère qu'il y a des organisateurs de courses sur des lacs qui vont avoir envie de faire ça. Ça prend du courage, mais ça prend du courage pour le faire et ça prend aussi beaucoup de volonté pour organiser ce genre de truc-là. Mais je serais très curieux de voir qu'est-ce que ça pourrait donner au Québec. Tu parles du lac Champlain, le lac Saint-Jean, il y en a une couple de lacs au Québec. On a tellement des beaux endroits. Ouais. Puis, moi, j'ai fait des demi-hypothermiques à l'île Notre-Dame ou le demi des glaces. Oui. Mais de le faire dans un endroit vraiment beau, avec un horizon très, très dégagé, je pense que ça vaudrait vraiment le coup. Souhaitons-le. Merci encore, Annie. Puis, écoutez, si ça vous tente de lire un livre sur les grands espaces, allez vous procurer le livre Les grands espaces. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci à toi. Bye bye. Bye. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.